Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur l'item 188, l'asthme. La semaine dernière, on s'était arrêté sur une fin d'histoire un peu forte. Là, on va pouvoir reprendre ça tranquillement. On commence tout de suite, je pense, on va enchaîner directement. Ensuite, traduction médicale, vous avez l'habitude, c'est parti. Le monde s'était arrêté. Seul le bruit de l'eau reprenant sa place naturelle comblait le vide qui venait de se créer. 6 secondes passèrent. 6 secondes qui ont semblé durer des heures. Puis un souffle, une respiration saccadée, une douleur dans la poitrine. Julie commença à s'étouffer. Elle avait l'impression d'avoir la gorge complètement bouchée, opprimée. Elle connaissait cette sensation, elle l'avait déjà vécue lorsqu'elle était enfant. À l'époque, dès le moindre effort, elle avait, de la même manière, une grande difficulté à respirer. Les médecins qu'elle avait rencontrés lui avaient donné des médicaments qui ne fonctionnaient pas vraiment, d'autant plus qu'ils n'ont jamais voulu changer les doses. Puis, au fil des années, ça avait diminué. Elle avait pu commencer à faire du sport et avoir des activités un peu plus physiques. Sa dernière crise remontait à presque 10 ans. Médicis lui demanda de souffler, d'essayer de se calmer, tranquillement, mais elle n'écoutait pas. Malgré cette crise, son regard ne bougeait pas de la rive. Son père se tenait encore là, quelques secondes auparavant. Devant l'immobilité de son ami, Médicis sortit un appareil qu'il plaça directement dans la bouche de Julie. Il l'activa, et elle fit tout de même l'effort d'inspirer cet air. Il répéta l'opération quelques fois, pendant que la respiration de Julie se calmait peu à peu. Sans la déranger, il l'examina du regard. Il cherchait s'il y avait des signes de gravité selon sa position, les muscles qu'elle utilisait pour respirer, ou si sa respiration était simplement revenue à la normale. À ce moment-là, rien ne laissait présager une complication. Il se recula alors et rejoignit Trizy, Pearl et Arlette. Arlette était aussi sous le choc, quelques secondes de plus, et elle était aussi emportée par le courant. À côté, Pearl et Trizy avaient la tête baissée et ne voulaient pas la relever. Ils n'étaient absolument pas prêts à affronter la tristesse de leur ami. Arlette tenta de prononcer quelque chose, sa gorge se noua et ne parvint pas à sortir la moindre syllabe. Ses sentiments s'entremêlaient. D'un côté, le cours du fleuve était restauré, son pays allait pouvoir repartir, retrouver sa vitalité. Mais en contrepartie, la vie de cette jeune fille venait d'être détruite. Son père disparu devant ses yeux. Une minute s'était écoulée depuis que Julie avait retrouvé sa respiration, mais elle n'avait pas encore bougé. Elle fit un geste de sa main qu'on ne pouvait voir de derrière elle. Puis elle se retourna. Elle avait les larmes aux yeux, mais ne pleurait pas. Sans dire un mot, toujours de sa main, elle demanda à ses acolytes de se lever. Fin de l'histoire, c'est toujours fort, toujours fort. Mais j'espère que vous avez eu quand même, vous avez suivi un peu où est-ce qu'on retrouve l'asthme dans tout ça. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup décrire les différents parallèles qu'il y a eu. Je pense que vous pouvez les retrouver sans forcément que je les détaille. Donc évidemment, je vais en donner quelques-uns quand même, les moins évidents. Mais pour le reste, je vous laisse faire le travail d'analyser et de voir où est-ce qu'on retrouve l'asthme dans tout ça. On commence par les définitions. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique dans laquelle on va retrouver différents symptômes respiratoires qui sont réversibles, et il y aura aussi une obstruction des voies aériennes qui est aussi plus ou moins réversible. En termes d'épidémio, la prévalence de l'asthme en France, c'est de 6%. 6, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées au début de l'histoire avant que la crise de Julie débute. Pour la prévalence de l'asthme en France, 6%. À côté, une autre définition qu'on peut avoir, c'est l'hyperréactivité bronchique. Cette fois-ci, c'est une bronchoconstriction qui est exagérée lors de l'exposition à divers stimuli, comme le froid, certains médicaments ou même des allergènes. L'asthme, lui, il est connu par les crises d'asthme, mais nous, on va préférer parler de symptômes d'asthme. Et donc les symptômes, ce sont la gêne respiratoire, une dyspnée, une oppression thoracique ou de la toux. Ça dure quelques minutes en général et c'est réversible à la prise d'un bronchodilatateur d'action rapide. De l'autre côté, donc il y a les crises d'asthme, mais il y a aussi les exacerbations. Encore une autre définition. Cette fois-ci, c'est une augmentation des symptômes pendant au moins 2 jours. Ça dure plusieurs jours, pas quelques minutes, quelques jours. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas calmés par les bronchodilatateurs d'action rapide. Et donc, quand il y a des exacerbations, ça indique qu'il faut modifier le traitement, il faut revoir la prise en charge. Si on parle un peu de diagnostic maintenant,
Pour émettre un diagnostic d'asthme, on va vouloir trouver des symptômes caractéristiques qu'on vient d'exposer et qui eux-mêmes sont associés à une obstruction des voies aériennes réversible. L'obstruction des voies aériennes, elle est mise en évidence par des tests fonctionnels respiratoires et en particulier la spirométrie. Ça, c'est vraiment l'examen, la spirométrie. Et là, c'est plus ou moins mis en évidence par le fait que Médicis demande à Julie de souffler. Même si elle ne le fait pas, c'est pour rappeler cette spirométrie dans laquelle on doit souffler. Donc, cette spirométrie, elle est importante, mais il faut quand même avoir un certain recul, faire attention, parce que même si le résultat est négatif, c'est pas pour autant qu'on doit écarter le diagnostic d'asthme. Si jamais c'est négatif, on refera l'examen avec un test de réversibilité ou un test de provocation. Donc le test de réversibilité, c'est simplement le fait de refaire l'examen après l'administration de bronchodilatateurs. Et je ne vais pas détailler le test de provocation. En autre examen complémentaire possible, il y a la radiographie thoracique. Celle-là, elle est aussi réalisée lors de la première consultation pour chercher d'éventuels diagnostics différentiels ou bien pendant les exacerbations graves, on peut aussi faire une radio thoracique pour chercher une pneumonie ou un pneumothorax. Et donc, si je continue sur ces diagnostics différentiels, ils existent, mais ils n'ont pas non plus les mêmes caractéristiques exactes de l'asthme. Il y a quand même des différences. Par exemple, on peut penser à une dysfonction des cordes vocales ou un syndrome d'hyperventilation, mais dans ces cas-là, on n'aura pas de trouble ventilatoire obstructif ou d'hyperactivité bronchique. Dans le cas où on a quand même un trouble ventilatoire obstructif, il ne sera pas complètement réversible. Et donc ça, par exemple, c'est le cas dans les maladies chroniques des voies aériennes, dans les bronchectasies, dans la mucoviscidose, la BPCO ou même les bronchiolites constrictives. Donc il y a quand même plusieurs diagnostics différentiels qui existent, mais qui n'auront jamais les mêmes caractéristiques exactes de l'asthme, que ce soit par la présence ou non d'un trouble ventilatoire obstructif, ou bien par le fait que ce soit réversible ou non. Et un autre cas important à connaître, c'est l'asthme professionnel. La moitié des asthmes professionnels, ils sont liés à 6 corps de métier. Et donc, si on a un patient qui est dans une de ces branches professionnellement, il faut penser à un asthme professionnel. Donc, les 6 corps de métier, c'est les boulangers-pâtissiers, les coiffeurs, les peintres au pistolet, les travailleurs du bois, les métiers de nettoyage et les métiers de la santé. Donc, juste pour détailler, les métiers de la santé, c'est notamment à cause des produits désinfection, donc qui contiennent des aldéhydes ou des ammoniums. Donc ça, c'est pour les métiers de la santé, les métiers de nettoyage aussi. Et puis aussi les gants en latex. Ça, c'est aussi un allergène qui peut causer un asthme professionnel. Bon, je pense qu'on a bien traité la partie diagnostic. Si on passe un peu au traitement, qui est important de connaître dans l'asthme. C'est un traitement médicamenteux, et donc on a un traitement de fond et un traitement symptomatique. Le traitement de fond, il est basé sur une corticothérapie inhalée auquel on peut associer des bronchodilatateurs à longue durée d'action. Et en fait, pour pouvoir mettre en place ce traitement de fond, il existe 5 paliers thérapeutiques qui sont déterminés par le traitement nécessaire au contrôle de l'asthme. C'est-à-dire qu'on teste des traitements et selon le traitement qui fonctionne sur le patient, ça va pouvoir nous évoquer un palier thérapeutique. Donc, quand on veut débuter le traitement, on débute au palier 2 ou 3, ce qui correspond à un corticoïde inhalé de longue durée d'action avec potentiellement un bronchodilatateur à longue durée d'action, mais ça, du coup, c'est palier 3. Si on ne met pas le bronchodilatateur, on est en palier 2. Et ça, on débute le traitement là-dessus. Et ensuite, selon comment réagit le patient, on augmente, on réduit. Ça, après, c'est à gérer. Si un patient, il atteint le palier 5, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une corticothérapie à forte dose qui est associée à un bronchodilatateur à forte dose également. Et dans ce cas-là, il faut adresser un pneumologue. Si vraiment on arrive au palier 5, c'est que l'avis d'un pneumologue devient important. Ensuite, le traitement symptomatique. Souvent, c'est un bronchodilatateur à courte durée d'action et souvent, c'est un bêta-2 mimétique. Le traitement symptomatique, du coup, c'est les traitements des crises d'asthme, donc celui auquel on pense tout de suite en pensant à l'asthme. Souvent, les molécules, c'est du salbutamol ou de la terbutaline. Et donc, pour donner l'exemple, la ventoline, que tout le monde connaît, c'est du salbutamol, qui est donc un bêta-2 mimétique. En alternative, on peut employer potentiellement une association de corticostéroïdes inhalés avec du formoterol. Ça existe.
Et donc, en termes de suivi, lorsqu'on a introduit un traitement ou bien s'il a été modifié, un contrôle doit être effectué à 1 à 3 mois. On peut dire qu'on a un asthme contrôlé si les symptômes sont contrôlés, si les exacerbations elles sont rares et s'il n'y a pas d'obstruction bronchique. Et donc pour évaluer ce fameux contrôle des symptômes, il existe un test de contrôle de l'asthme sur 25 points. Donc c'est toujours un questionnaire auquel le patient doit répondre selon ses ressentis à lui, selon comment il perçoit ses crises, comment il se sent au quotidien. Derrière, il y a une cotation et si le patient a 20 points ou plus sur 25, on peut dire que l'asthme est contrôlé. Et là, on peut faire le rapport avec l'enfance de Julie qui avait déjà de l'asthme, mais les médecins, ils n'ont pas fait de contrôle et donc visiblement, le traitement ne suffisait pas à contrôler les symptômes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon suivi. Donc premier suivi à 1 à 3 mois quand on introduit le traitement. Et une fois qu'on a atteint le contrôle, le suivi devient annuel. Si jamais il y a une grossesse, on repasse sur un suivi mensuel. Et un point qui est très important à l'initiation du traitement, c'est apprendre au patient comment utiliser le dispositif d'inhalation. Parce que s'il a un traitement mais il ne sait pas comment le prendre, s'il ne sait pas bien le faire, ça ne sert à rien du tout. Et l'asthme, il ne sera jamais contrôlé parce que juste le patient, il ne sait pas utiliser son traitement. Donc c'est important de prendre le temps d'apprendre au patient à utiliser son inhalateur. Et pour terminer, on a évoqué les exacerbations au début, mais il faut quand même comprendre qu'une exacerbation, c'est grave, même très grave, et ça peut même devenir fatal dans certains cas. Je ne vais pas les détailler, mais il faut savoir rechercher les critères de gravité, donc avec notamment des signes de lutte et des signes de défaillance. Il faut savoir les chercher. Le traitement, c'est une urgence thérapeutique qui peut impliquer un transfert médicalisé en unité de soins intensifs si jamais on retrouve ces signes de gravité. C'est vraiment très grave une exacerbation, enfin ça peut le devenir en tout cas si jamais on laisse ça traîner. Et donc quand il y a une exacerbation, l'idée du traitement c'est d'envoyer des bêta-2-mimétiques à forte dose par une chambre d'inhalation et on ajoute une corticothérapie orale. Si jamais l'exacerbation elle est sévère, on peut même ajouter une oxygénothérapie et des médicaments qui seront administrés par voie injectable. Donc vraiment les exacerbations, faut pas les prendre à la légère non plus quoi. Si jamais il y a un patient qui consulte pour une exacerbation, faut savoir réagir, faut savoir quoi faire, faut savoir comment traiter pour réduire le risque et faut savoir remettre en question le traitement qui a été instauré au préalable. Et voilà. Là-dessus, on a tout dit. On a fait le tour de l'asthme. Avec ça, normalement, vous savez comment diagnostiquer un asthme, les examens à faire avec la spirométrie notamment, la radio thoracique, le traitement, donc un traitement de fond, un traitement de l'urgence, donc un traitement symptomatique. Et évidemment, les symptômes, tout oppression thoracique, sifflement, tout ça, tout ça. Je pense qu'on est pas mal. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite de bonnes révisions.